Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, le podcast numéro uno, en direct de Sagna. Je suis votre hôte Jean Weber et aujourd'hui, les extraterrestres envahissent la Terre dans Mars Attack 1996, réalisé par Tim Burton. Alors, avant toute chose, un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier sur la chaîne YouTube. Likez, souscrivez, un pouce pour aider le show à continuer et à obtenir une plus grande visibilité. Merci. Alors aujourd'hui, notre histoire commence en 1985 avec un autre réalisateur, Alex Cox, qui pitch un film à partir d'une série de cartes à collectionner faites par Topps, intitulée Mars Attacks. Alors la production ne suit pas le coup, le film part en développement, ce qu'on appelle l'enfer du développement en Amérique, et finalement n'est ressuscité qu'au début des années 90 par Tim Burton, qui est tout d'un coup intrigué par le projet, car il a grandi avec les cartes de Topps, ces cartes particulièrement ironiques, sanglantes, cruelles, qui montrent une race extraterrestre de martiens qui envahissent la Terre et qui abusent des êtres humains, comme nous allons voir également dans le film, un film qui est une satire et dans laquelle Tim Burton voit qu'il va pouvoir faire tout d'un coup un mélange de films catastrophes, les grands films catastrophes des années 70 de Irwin Allen, comme La Tour Infernale dont on a parlé avec mes ciné-buddies Laurent Vachaud et Philippe Sedbon, et un mélange également de Dr Folamour, effectivement par son côté satirique, par son cast important, comme dans les films catastrophes, et par le fait qu'un des acteurs principaux, Jack Nicholson, à l'instar de Peter Sellers dans Dr Folamour, tout d'un coup joue plusieurs rôles. Il a d'ailleurs demandé, sur le ton de la boutade, au moment où Tim Burton, qui a déjà travaillé avec lui dans le passé, lui pitch Mars Attack, il dit d'accord, mais une seule condition, c'est que je fasse tous les rôles. Donc il n'est pas le dernier pour la déconne, lui non plus. Et Tim Burton veut faire une espèce d'hommage à ces films de série B de son enfance, les films de sci-fi, de SF de son enfance. Il est en plein au sortir, ou plutôt même en préparation en 1994 de Ed Wood, à mon avis son meilleur film que nous allons bientôt couvrir dans le podcast. Et donc il est bien dans le mood des soucoupes volantes faites avec des véritables soucoupes, des assiettes qui volent au-dessus d'Hollywood, et tout ce côté très kitsch qu'il veut retranscrire tout d'un coup à l'écran. Alors il fait appel aux scénaristes de Ed Wood, qui sont Scott Alexander et Larry Karaszewski. Pardon Larry si j'écorche ton prénom, ton nom de famille d'ailleurs. Et tout d'un coup il offre, comme il le dit lui-même, une espèce de version Mad Magazine, cette revue satirique des années 50 aux États-Unis, d'Independence Day, le film de Roland Emmerich qui traite à peu près du même sujet, mais avec sérieux. Ils vont d'ailleurs jusqu'à pousser la comparaison avec Dr Folamour en comparant Independence Day à Fail Safe, qui était donc ce film de Sidney Lumet, qui était un regard sérieux sur la menace nucléaire, et à Dr Folamour, donc, qui était la version parodique, la version comique de la même histoire. Donc on se retrouve avec le même scénario avec Mars Attack et Independence Day. Kino Solo n'est pas un grand fan d'Independence Day. C'est un film un petit peu surévalué, mais ça n'est pas la discussion du jour. Aujourd'hui, c'est Mars Attack, un film qui, au contraire, à mon avis, est sous-évalué. Il ne sera pas un très grand succès en Amérique à sa sortie. Le genre de la satire est difficile à maîtriser. Et il est vrai qu'on voit que Tim Burton est toujours tératophile, et toujours du côté des monstres, que ce soit son Edward Scissorhands ou son Batman, ou son pingouin, sans mentionner son pingouin, cette espèce de créature monstrueuse qui errait dans les égouts de Gotham en crachant de la bile noire et en mangeant du sushi, du poisson cru. Donc Tim Burton est toujours du côté des outlaws, des outcasts plus exactement, des gens en marge de la société. Et c'est d'ailleurs ce qui fait tout le charme d'Ed Wood, c'est qu'il ne porte jamais aucun jugement sur ses personnages. On sent qu'il a une grande tendresse pour ce monde bis de cinéma, de gens qui ont quasiment autant de passion, comme il le montre dans son film, qu'un Orson Welles. Et cette fois-ci, en revanche, même si le film reste réjouissant à tout instant quasiment, on sent qu'il est plus à l'aise avec ces martiens et leur civilisation, leur culture, qu'avec les héros humains du film qui sont une extraordinaire pléthore d'acteurs. Alors,
on a bien sûr Jack Nicholson qui joue à la fois le président des États-Unis, un petit peu comme Peter Sellers, comme je disais dans ce Docteur Folamour, et également un patron de casino tout à fait parodique, une espèce de texan dans lequel Jack Nicholson monte à 11 au cagomètre. Alors, il a déjà travaillé avec Tim Burton, bien sûr, dans le Joker, qui n'est pas non plus mon Joker préféré de l'histoire du cinéma. Il était également, une fois de plus, à 11 au cagomètre et un petit peu en liberté sous la caméra de Tim Burton, mais il a apprécié cet étrange metteur en scène gothique avec ses cheveux en pétard. Et tout d'un coup, il a envie de retravailler avec lui. Et il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent avec Batman. Il a fait un deal qui encore jusqu'à ce jour est connu, je crois, comme le deal Jack Nicholson, puisque grâce au merchandising sur lequel il avait des points, il a dû toucher au moins plus de 80 millions de dollars sur Batman, et peut-être même encore à ce jour touche-t-il encore de l'argent en termes de residual et surtout de produits ancillaires consacrés au Joker, car son génie est un peu celui de George Lucas qui en 1976 avait demandé à avoir des points sur Star Wars à la maison de production plutôt que d'être payé en amont. Et Nicholson fait à peu près la même chose, ils prennent des risques, mais en même temps, ce sont des risques calculés qui font d'eux des hommes très 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 riches. Alors, Nicholson était un petit peu moins convaincant une fois de plus, il en fait des tonnes, il est bien dans Le Président, il s'inspire donc d'un jeu plus sobre comme celui de Peter Sellers quand il fait Le Président des États-Unis. À ses côtés, Lisa Marie est extraordinaire dans le rôle de l'espionne martienne, elle est formidable dans sa démarche, on voit que Tim Burton s'est inspiré pour la démarche des Martiens de Norma Desmond, de Gloria Swanson dans Sunset Boulevard, qui avait ses mouvements saccadés et extrêmement élégants et étranges. Et bien, on retrouve ça en particulier chez cette espionne jouée par Lisa Marie, qui était la petite amie de Tim Burton à l'époque et qui infiltre la Maison Blanche pour coucher avec Martin Short, qui est également dans le film. Il y a Sarah Jessica Parker, il y a Michael J. Fox, Rod Steiger dans un rôle similaire à celui de... son nom m'échappe tout d'un coup. George C. Scott, donc dans À votre santé, Docteur Folamour. Tom Jones, Jim Brown, le grand joueur de football américain, Nathalie Portman et Lucas Haas qui font les jeunes du film, et même un très jeune Jack Black dans le rôle d'une espèce de soldat patriote qui se fait désintégrer, spoiler alert, par les extraterrestres qui... Ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, il semble être animé des meilleures intentions et en fait, pardon, ils se mettent immédiatement à défourailler avec leur laser sur les humains qui sont beaucoup trop confiants et finissent par donc avoir là-dessus avec une culture qui est extrêmement bien faite. Alors ce qui est amusant, c'est qu'au départ, Tim Burton veut absolument répliquer un petit peu les effets donc, de ces séries B de son enfance. Et en fait, il a envie d'une SF et d'effets spéciaux un petit peu kitsch, un peu seconde zone, un petit peu ce que faisait donc Ed Wood avec les moyens du bord. Et donc, il se retrouve à essayer de faire du stop motion. Alors, le stop motion, ça coûte une fortune. Ce sont ces petits êtres à la manière de Ray Harryhausen qu'on anime seconde par seconde, obtenant chaque jour une minute utile peut-être par jour et détruisant à la fois votre budget et le dos de vos animateurs car c'est très 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 difficile physiquement. Et très très vite, la maison de production met le holà, et je crois que c'est Warner, et lui dit bah, ça va pas être possible, on a budgété le film à 260 millions de dollars, voilà 60 millions de dollars. Alors Tim Burton est un petit peu embêté, il songe à renoncer au projet. Au départ d'ailleurs, il voulait faire les autres cartes à jouer de Topps avant de faire Mars Attacks, ça faisait partie d'un diptyque. Il voulait faire effectivement Dinosaur Attacks, qui était la version préhistorique de Mars Attacks, avec des dinosaures qui créaient le chaos sur Terre. Mais c'est à peu près la même année où sort Jurassic Park, donc effectivement tout d'un coup son projet est relégué, puisque tout d'un coup il ne veut pas faire la même chose que Steven Spielberg, et il se tourne cette fois-ci vers Mars Attacks, et donc accepte de voir un essai de computer, de CGI, de numérique, qui lui montre qu'on peut tout à fait faire les mêmes mouvements saccadés qu'avec le stop motion, mais avec l'ordinateur. Et donc, sa démarche est très intéressante puisqu'il réplique ces effets spéciaux rudimentaires à l'aide de machines extrêmement sophistiquées et crée donc tout un univers, toute une mythologie pour ces martiens qui est absolument fantastique. On regrette d'ailleurs que le film n'ait pas rencontré son succès avec un budget de
de 100 millions de dollars. Il rapporte à peu près la même chose, ce qui n'est pas assez. Il a plus de succès en Europe, mais pas suffisamment pour que nous ayons une suite et pour que nous voyions à nouveau ces extraterrestres monstrueux, cruels, ironiques, sarcastiques, de nouveau mettre la Terre sans dessus-dessous avec jouissance, avec une grande joie et une grande jubilation. Voilà le mot que je cherchais. Donc c'est le point fort du film. Et on sent véritablement que c'est l'histoire que veut raconter Tim Burton, puisque aucun des personnages du film n'est véritablement sympathique. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Et on se rend compte qu'ils sont soit idiots, comme le grand Pierce Brosnan, qui remplace à la dernière minute Hugh Grant, dans le rôle d'un scientifique particulièrement idiot, avec une pipe, et qui est celui qui fait le plus confiance aux extraterrestres et qui va payer un prix cher pour son idiotie. Mais il est formidable et il prouve qu'il a véritablement une grande vis comica, un grand sens du timing comique. Et ça reste un des grands rôles de Pierce Brosnan à visiter et à revisiter. Donc le film, comme je dis, ne rencontre pas son public. Tim Burton repart cette fois-ci vers ses monstres, vers Disney. Et depuis quelques années, malheureusement, est un petit peu en vitesse de croisière, nous offre des films un peu plus génériques, un peu plus Tim Burtonesques, mais comme un cliché cette fois-ci. Il y a encore quelques morceaux d'éclat comme Dark Shadows, que j'aime bien, où Johnny Depp faisait le vampire Barnabas, tiré d'une série télé, d'une espèce de soap opéra avec des vampires et des êtres humains. On sent que Tim Burton est assez à l'aise. Et ces jours-ci, il revient avec Beetlejuice. Beetlejuice, un film qui a mis plus d'une vingtaine d'années à se faire, une sequel à l'original, où tout d'un coup, Michael Keaton revient et remet tout d'un coup les vêtements de Beetlejuice. J'ai dit son nom 3 fois, il risque d'apparaître d'un instant à l'autre dans la pièce. Donc, merci pour ce voyage dans l'imagination débridée de Tim Burton. On se retrouve dans quelques jours pour un kinopod, un kino duo, un kino solo et plein de surprises avec mes ciné-buddies et des invités prestigieux que je salue au passage. Donc en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast en ce mois d'août particulièrement torride. Je voulais vous donner une petite vue estivale pour changer un peu la couleur du podcast. Et voilà, donc à très vite et merci.